Tu sais, les États-Unis, mec, ils parlent beaucoup et ils peuvent causer beaucoup de morts et de destruction, mais ils ne peuvent pas forcer ces autres pays à se soumettre. Et l'Iran est dans une toute autre catégorie, une catégorie supérieure par rapport aux Houthis en termes de capacité militaire. L'OTAN n'a pas la base industrielle pour rivaliser avec la Russie. Et la Russie a un avantage unique, quelque chose que la Chine n'a pas. Il n'y a vraiment qu'un seul autre pays au monde qui pourrait se comparer à la Russie en termes de ressources naturelles. De plus en plus de pays commencent à reconnaître qu'ils préfèrent largement passer du temps avec la Russie. La Russie est une bien meilleure compagne de dîner parce qu'elle ne passe pas son temps à te dire que tu es un malpropre, à te dire comment manger, comment t'asseoir, comment t'habiller. Terminons par une discussion sur ce qui s'est passé avec le président sud-africain Ramaphosa à la Maison-Blanche. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est regarder l'émission, liker, partager et commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité du jour, Larry Johnson. Larry est un blogueur américain, commentateur politique et ancien analyste à la Central Intelligence Agency. Larry, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Larry, welcome back to India and Global Left. Alors, je n'ai pas épuisé ma bienvenue la première fois, hein? D'accord. Content d'être de retour. There is just so much to discuss, but I thought Il y a tellement de sujets à aborder, mais je pensais commencer par, oui, l'Asie de l'Ouest, Israël, la Palestine, et ce qui vient de se passer avec le président sud-africain, Ramaphosa. Mais si je pouvais commencer par l'appel direct entre le président Poutine et le président Trump, étant donné que la couverture médiatique a été tellement polarisante. La presse occidentale dominante, et pas seulement la presse occidentale dominante, même Al Jazeera, l'a présenté comme une sorte de capitulation du président Trump face au président Poutine, tandis que la presse indépendante, des personnes moins hostiles à Moscou et souvent plus favorables, l'ont qualifié d'historique. Pouvez-vous nous dire ce que nous savons de ces discussions? Quels étaient les termes de ces échanges et quelles sont les implications pour les prochains pourparlers directs entre la Russie et l'Ukraine? Eh bien, je pense que c'est très simple. Vladimir Poutine n'a pas cédé d'un pouce une position qu'il avait exposée au ministère russe des Affaires étrangères il y a un an, le 14 juin 2024, concernant ce que la Russie exigerait comme condition pour entrer en négociation. Il ne s'agissait pas de conditions pour un cessez-le-feu. Il s'agissait de conditions dont la plus importante est, premièrement, que les troupes ukrainiennes doivent se retirer immédiatement du territoire russe. Le territoire russe inclut désormais Zaporizhia, Kherson, Donetsk et Luhansk. Ces 4 oblasts, autrefois partie de l'Ukraine, sont devenus russes à l'automne 2022 à la suite d'un référendum. L'Occident qualifie cela de simulacre. Ils peuvent appeler cela un simulacre, un faux ou tout ce qu'ils veulent. Mais du point de vue russe, ces provinces font désormais partie de la Fédération de Russie. Elles sont un territoire russe. La Russie ne les a pas rendues, et l'Ukraine n'a pas la puissance militaire pour les reprendre. La deuxième condition pour la Russie est que l'Occident reconnaisse ces territoires comme russes, que la Russie en ait la souveraineté, y compris sur la Crimée, et que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN
soit totalement exclu, que les droits des russophones soient respectés et que les sanctions soient levées. Voilà. Vous savez, c'était la position du président Poutine il y a un an. C'était sa position lors de l'appel avec Donald Trump. Il le lui a clairement dit, mais en même temps, il a ajouté, « Écoutez, nous parlerons aux Ukrainiens. » Voici nos conditions, mais nous allons leur parler et voir si nous pouvons trouver un moyen, vous savez, qu'ils finissent par accepter ces conditions. Si l'Ukraine n'accepte pas ces conditions, alors la Russie va les retirer de la table et imposer des conditions encore plus dures, ce qui inclura la prise de provinces supplémentaires. Très probablement, Dnipropetrovsk, Nikolaïev, Odessa, peut-être Soumy, peut-être Kharkiv. Vous savez, la Russie va contrôler le cours des événements. Quant à Trump, l'attente parmi les autres nations occidentales, l'OTAN, était qu'il menacerait Poutine. Soit vous acceptez un cessez-le-feu inconditionnel, soit il y aura des sanctions écrasantes. Eh bien, il est ressorti de cet appel en étant essentiellement d'accord avec le plan de Poutine, à savoir, oui, nous parlerons aux Ukrainiens. Et Trump, à ce stade, est, je pense, en train, du moins pour l'instant, de se distancier de tout cela. Il n'admet toujours pas que sans les États-Unis, cette guerre serait terminée. Les États-Unis continuent de fournir des renseignements, du matériel militaire et de l'argent, et maintiennent l'Ukraine à flot. Donc, je ne considère pas cela comme une conversation révolutionnaire. C'était, encore une fois, Poutine qui clarifiait ce qu'il a toujours dit. Sa position n'a pas changé depuis qu'il a commencé à parler avec Trump. Peut-être que Trump commence à comprendre. L'aide américaine, dite aide, qui est en réalité principalement une aide militaire, continue-t-elle d'affluer en Ukraine? Et les opérations de la CIA, qui se sont considérablement développées autour de 2017-2018, lors du premier mandat de Trump, sont-elles toujours actives en Ukraine? Oui, il y a toujours une présence de la CIA. Il y a toujours une présence militaire américaine sous forme de conseillers, ainsi que d'autres conseillers de l'OTAN disséminés à travers l'Ukraine. Et jusqu'à présent, à ma connaissance, Trump ne les a pas retirés. Il doit le faire. Dès qu'il le fera, ils auront alors mis en place les bases pour régler cette guerre, et la régler rapidement. Mais la Russie comprend. Vous entendez Poutine parler continuellement des causes profondes. La cause profonde de ce conflit, c'est que l'Occident a pris la décision il y a 30 ans, en 1995, de commencer à mener des exercices militaires avec l'Ukraine, de favoriser la coopération militaire avec l'Ukraine, d'armer l'Ukraine, d'élargir l'armée ukrainienne, tout cela dans le but d'utiliser l'Ukraine comme un outil, un bélier pour attaquer la Russie. Et la Russie, jusqu'à il y a environ 3 ans, n'était pas prête, ni économiquement, ni militairement, à affronter cette menace. Mais la décision de Poutine de lancer l'opération militaire spéciale était fondée sur la prise de conscience que finalement, la Russie était en position d'affronter l'Occident. Parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit. C'est une guerre entre la Russie et l'OTAN. Mais c'est une guerre par procuration, où l'Ukraine est utilisée comme un pion. Vous savez, c'est typique, malheureusement, c'est typique de mon gouvernement et d'une grande partie de l'Occident. Nous aimons toujours utiliser des gens d'autres pays pour mourir pour nos projets. À votre avis, dans quelle mesure les sanctions financières comptent-elles pour la Russie à l'heure actuelle? Parce que la presse financière rapporte que les sanctions ont été évoquées lors de l'appel téléphonique. Et elle donne l'impression que c'est un enjeu majeur pour la Russie. Entre 300 et 500 milliards de dollars gelés dans ses avoirs auprès des banques européennes. Et en plus de cela, certaines sanctions concernant les systèmes de paiement, etc.
Est-ce que cela a vraiment beaucoup d'importance pour la Russie en ce moment? Does that matter a lot to Russia at this point in time? No. I mean, Russia would prefer not to have the sanctions. Non. Je veux dire, la Russie préférerait ne pas avoir de sanctions, mais elle a démontré qu'en dépit de ces sanctions, son économie a progressé. L'année dernière, l'économie a connu une croissance de 4,6%. Celle des États-Unis n'a augmenté que d'environ la moitié, un peu plus de 2%, et il n'y avait pas de sanctions contre les États-Unis. C'est donc un autre fantasme occidental. Nous pensons pouvoir contrôler et dicter notre volonté à la Russie, la traiter comme un animal qu'il faudrait mater et forcer à obéir. Et vous savez, la Russie, dans le cadre de cette opération militaire spéciale, a aussi intensifié ses efforts pour collaborer avec la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil via les BRICS, créant un système financier alternatif, un système financier indépendant de la coercition occidentale. Que pensez-vous que font les Européens? Ils ont également essayé très activement de faire pression en passant un autre appel téléphonique collectif avec le président Trump. Et ils font tout leur possible pour saboter la poursuite de ces discussions. Qu'en pensez-vous? Eh bien, ils gaspillent leur énergie et ils brassent beaucoup de vent. L'Europe n'est absolument pas en position de confronter la Russie. Et l'Europe peut imposer des sanctions, mais la plupart du temps, ces sanctions vont nuire à l'Europe, pas à la Russie. Donc si l'Europe veut payer plus cher pour le gaz naturel, qu'elle le fasse. Si elle veut payer plus cher pour le pétrole, très bien. Il n'y a pas une seule chose que l'Europe produit dont la Russie ait besoin. Pas une seule. Et même si la Russie aimerait commercer avec l'Europe, elle s'éloigne, je pense, d'une obsession qui a dominé la Russie pendant les 2 derniers siècles, à savoir qu'elle voulait faire partie du club occidental. Et ils se sont toujours un peu considérés comme le vilain petit canard. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire du vilain petit canard qui devient en fait un beau cygne. C'est ce que la Russie est en train de devenir, ce cygne. Et il s'avère que l'Occident, ce sont eux, les vilains petits canards. And it turns out that the West are the ugly ducklings. La dernière fois que vous étiez sur notre plateau, nous avons discuté des négociations entre les États-Unis et l'Iran. L'une des choses que vous aviez dites, c'est que les discussions allaient se poursuivre, qu'il y aurait une impression d'ouverture, mais qu'au final les délégués rentreraient aux États-Unis et que les faucons anti-Iran saboteraient le processus. Et il est assez clair que vous aviez raison. Et nous en sommes arrivés là. Mais si je peux demander, je préfère avoir raison plutôt que tort. Oui, nous y viendrons. Mais si je peux poser la même question dans le contexte de l'Ukraine et de la Russie, quel est selon vous le sens intuitif de l'évolution de la situation? Va-t-elle continuer dans la même direction que ces dernières années, ou y aura-t-il une véritable percée? Non, l'offensive de la Russie contre l'Ukraine s'accélère. Elle ne ralentit pas. La saison sèche est arrivée. La saison des pluies est terminée. Au cours du dernier mois, la Russie a gagné du terrain à un rythme moyen de 30 km² par jour. Et je pense que ce rythme va encore augmenter. Il y a quelques fausses hypothèses de la part de nombreux analystes occidentaux. Premièrement, ils affirment qu'il s'agit, je cite, d'une impasse. Or, nous disposons des données issues de l'échange de dépouilles de soldats, où les Russes récupèrent les Ukrainiens morts et les Ukrainiens récupèrent les Russes morts. Puis ils échangent ces corps afin qu'ils puissent être enterrés dans leurs pays respectifs. Au cours des 3 derniers mois, pour chaque Russe mort rendu à la Russie a rendu 26 à 27 Ukrainiens morts. C'est un chiffre phénoménal. Il y a plusieurs façons d'interpréter cela. Une interprétation possible est que la Russie tue en réalité un nombre disproportionné d'Ukrainiens.
Je pense que c'est effectivement le cas. Mais supposons que ce ne soit pas le cas, que la raison pour laquelle la Russie a autant de corps, c'est parce qu'elle avance et que l'Ukraine n'est pas en mesure de récupérer les cadavres parce qu'elle bat en retraite. Cela vous semble-t-il être une impasse? Ce sont les faits. Maintenant, interprétez les faits. Donc, en réalité, l'Occident affirme à tort, « Oh, c'est une impasse ». So the fact of the matter is the West falsely asserts, oh, this is a stalemate. There's no military victory in sight. Oh, that's nonsense. Il n'y a aucune victoire militaire en vue. Oh, c'est absurde. La victoire militaire est clairement en vue pour la Russie. Et la Russie, si elle doit se battre encore 4 ans pour l'obtenir, elle l'obtiendra. Ils ne vont pas arrêter parce que c'est existentiel. Ce n'est pas que l'Ukraine soit la menace existentielle, mais le rôle de l'OTAN en permettant à l'Ukraine de se battre constitue une menace existentielle. Donc toute la notion d'impasse est fausse. Et l'idée que la Russie est affaiblie militairement, qu'elle ne pourra pas soutenir cet effort. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons entendu Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, admettre que la Russie produit 4 fois plus de munitions que l'ensemble de l'OTAN. Pas seulement un pays de l'OTAN, mais toute l'OTAN. L'OTAN n'a pas la base industrielle pour rivaliser avec la Russie. Et la Russie possède un avantage unique, quelque chose que la Chine n'a pas. Il n'y a vraiment qu'un seul autre pays au monde qui puisse se comparer à la Russie en termes de ressources naturelles et de capacité à être autosuffisant, et c'est les États-Unis. Pourtant, les États-Unis, en ayant délocalisé une grande partie de leur capacité industrielle, dépendent en réalité de nombreuses importations, en particulier de la Chine, et plus précisément des terres rares qui y sont traitées, puisque les États-Unis ne disposent pas des usines nécessaires pour le faire. Les États-Unis pourraient le faire, mais cela prendrait 3 à 4 ans. J'ai entendu certaines estimations allant jusqu'à 5 ans. Les États-Unis sont donc ici en position de désavantage industriel. La Russie ne mène pas seulement une guerre militaire contre l'OTAN, elle mène aussi une guerre économique. Et à cet égard, elle s'est alliée à la Chine, à l'Inde, au Brésil, à l'Afrique du Sud, ainsi qu'à d'autres pays du Sud global, l'Iran, l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam, le Venezuela, la Bolivie. De plus en plus de pays commencent à reconnaître qu'ils préfèrent largement fréquenter la Russie. La Russie est une bien meilleure compagne de dîner, car elle ne passe pas son temps à vous dire que vous êtes négligé, à vous expliquer comment manger, comment vous asseoir, comment vous habiller. Elle n'aborde pas les choses avec l'arrogance de croire qu'elle sait tout mieux que vous et que vous n'êtes qu'une bande d'étrangers stupides, ce qui est la façon dont les États-Unis traitent les autres pays. D'après mes propres observations sur la question de l'impasse, la presse grand public était extrêmement catégorique sur ce récit, du moins jusqu'au début de cette année. J'ai commencé à percevoir un changement chez beaucoup d'entre eux. Peut-être que certains journaux d'extrême droite parlent encore d'une impasse, mais je ne les suis pas. Mais dans les médias grand public, le FT, Bloomberg, le New York Times, il y a maintenant une nouvelle interprétation, en particulier après que le président Trump a humilié Zelensky. Désormais, ils disent qu'il y a eu une impasse à un moment donné, mais qu'il n'y en a plus maintenant. Donc en fait, nous avions raison à ce moment-là, mais maintenant l'offensive s'est intensifiée. C'est le récit que je constate aujourd'hui. Même eux ne semblent plus dire qu'il s'agit d'une impasse. Mais si nous pouvions aborder les discussions entre les États-Unis et l'Iran, Oman, qui joue le rôle de médiateur dans ces négociations, a confirmé que le 5e cycle aura bien lieu à Rome. Mais les perspectives semblent très sombres maintenant. Steve Woodcock, qui était considéré comme un modéré, et en qui beaucoup de gens plaçaient leurs espoirs, peut-être naïvement, a déclaré que même un enrichissement de l'uranium à 1% ne serait pas autorisé par les États-Unis.
ce à quoi le guide suprême en Iran a réagi très vivement, affirmant que ce n'est pas aux États-Unis de décider. Les États-Unis disent que l'Iran doit importer tout l'uranium, même pour son projet nucléaire civil. Ils ne peuvent rien enrichir. Quel est votre sentiment sur ce qui se passe dans ces négociations? L'une des choses qu'Abbas Araghchi, par exemple, le ministre iranien des Affaires étrangères, dit, c'est qu'ils ne savent pas ce que veut l'équipe de négociation américaine. Ils semblent changer les règles du jeu à chaque fois. Pensez-vous que l'équipe qui négocie au nom des États-Unis est même consciente de ce dont elle parle lors de ces réunions? Eh bien, cela dépend de ce qu'ils veulent. Et vous savez, au début de cette semaine, les discussions n'allaient pas avoir lieu. Ils étaient censés avoir un 5e cycle. L'Iran a dit non, nous n'allons pas venir. Mais je suppose qu'Oman est intervenu, et je soupçonne que la Russie aussi a encouragé l'Iran. Allez-y, faites en sorte que ce soit les États-Unis qui se retirent et refusent d'accepter l'accord. Le ministre des Affaires étrangères Araghchi a publié aujourd'hui un très bref message sur les réseaux sociaux, disant « Écoutez, si les États-Unis veulent un Iran qui ne construit pas d'armes nucléaires et n'en aura pas, alors nous avons un accord. Les États-Unis insistent pour que nous ne puissions pas enrichir d'uranium du tout, même à des fins pacifiques. Il n'y a pas d'accord. C'est très simple. Il y a eu un moment où Witkoff a accepté l'enrichissement à 3,6%, ce qui correspond à des usages pacifiques. Mais lorsqu'il est revenu à Washington, la horde sioniste s'est abattue sur lui, et ils ont maintenant fait marche arrière. Nous verrons si cela tient. C'est à Donald Trump de décider. Et Trump peut se donner des grands airs et menacer. Oh là là, si vous ne faites pas ça, il y aura de graves conséquences. Comment cela s'est-il passé avec les Houthis? D'accord. Je suis sûr que les gens dans votre pays comprennent. Ils regardent et reconnaissent, vous savez, les États-Unis. Ils parlent beaucoup, ils peuvent causer beaucoup de morts et de destruction, mais ils ne peuvent pas forcer ces autres pays à se soumettre. Et l'Iran est dans une toute autre catégorie, une catégorie supérieure aux Houthis en termes de capacité militaire. Et ce n'est pas une question de si. L'Iran restera ferme sur sa position. Nous promettons de ne pas construire d'armes nucléaires. Nous acceptons que cela soit inspecté, mais nous continuerons à utiliser l'énergie nucléaire de manière civile et sûre, ainsi qu'à enrichir l'uranium. Nous sommes un pays souverain. Si les États-Unis refusent d'accepter cet accord, alors la seule option qui leur restera sera l'action militaire. Et si les États-Unis choisissent cette voie, je pense que cela se terminera encore plus mal pour eux que ce qui s'est passé avec les Houthis. Je pense que vous verrez des bases militaires américaines décimées. De plus, Israël lui-même sera touché d'une manière qu'il n'a jamais connue en 75 ans d'existence. Et vous savez, il y aura une sorte de karma, si l'on peut dire, compte tenu de leurs actes horribles de génocide envers le peuple palestinien. Pensez-vous que les options militaires sont toujours envisagées au sein de l'administration Trump? Parce que je pensais qu'après le retrait des États-Unis, humiliés au Yémen, et les développements parallèles, cela montrait qu'ils avaient compris que les options militaires étaient terminées en Iran. Car si c'est fini au Yémen, c'est certainement fini en Iran. Les pays du Golfe Persique, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar semblent très clairs sur le fait qu'ils ne veulent pas de cette déstabilisation en Iran. Mais comme vous le suggérez, le lobby sioniste a dû saboter les choses. Mais si c'est le cas, alors la possibilité d'une campagne de bombardement reste envisageable, étant donné qu'Israël renouvelle fréquemment sa campagne de bombardement au Liban. Je veux dire, les élections approchent. Le Hezbollah remporterait très probablement ces élections dans le sud du Liban. Mais la récente campagne à Tyr, qui ne fait pas partie du Litani,
suggère qu'Israël est simplement en train de normaliser ses bombardements périodiques au Liban. Et au Liban, il semble que le gouvernement libanais soit incapable de défendre son territoire. Il est également incapable d'engager des pourparlers diplomatiques, tandis que le Hezbollah semble avoir été considérablement affaibli. Quel est votre avis sur la participation des États-Unis à un bombardement total en Iran? Non, je pense que tout dépendra de ce qui se passera demain à Rome. Si les États-Unis insistent pour que l'Iran abandonne l'ensemble de son programme nucléaire et qu'ils ajoutent ensuite qu'il doit se débarrasser de ses missiles balistiques et cesser tout contact avec le Hamas, le Hezbollah et les Houthis, l'Iran se retirera. Ils diront non, nous n'allons pas faire cela. Ensuite, la balle sera dans le camp des États-Unis. Je suis certain j'espère qu'il y a des personnes sensées au Pentagone et à la CIA qui peuvent prendre du recul et évaluer avec précision les conséquences d'une attaque contre l'Iran, car l'Iran n'est plus dans la position de faiblesse qui était la sienne il y a 10 ans, lorsque le JCPOA a été signé pour la première fois. Aujourd'hui, l'Iran dispose d'un solide accord de sécurité avec la Russie et, en cas d'attaque de ce type, la Russie sera obligée d'aider l'Iran à se défendre. Cela peut prendre différentes formes. Il ne s'agira pas nécessairement d'une riposte immédiate de la part de la Russie, mais celle-ci est clairement présente pour assister l'Iran en matière de renseignement, de défense aérienne et de personnel formé afin de renforcer les capacités iraniennes. Si des membres du personnel militaire russe sont tués ou blessés lors d'attaques menées par les États-Unis ou Israël, il y aura des conséquences. De plus, la relation de l'Iran avec la Chine est aujourd'hui bien plus solide qu'il y a 10 ans. Donc vous voyez, l'Iran agit avec patience et maturité. Les États-Unis ne le sont pas. Et vous savez, ce que je crains, c'est que frustrés par notre incapacité à faire plier l'Iran à notre volonté, nous réagissions violemment. Et vous savez, cela serait un sombre, très sombre nuage. Mais la lueur d'espoir dans ce nuage, c'est que les pertes que subiront les États-Unis les obligeront à entamer une véritable remise en question. Parce que vous savez, nous avons vécu dans cette bulle, ce mythe selon lequel nous devons croître, personne ne peut nous résister. Par Dieu, nous allons simplement vous écraser. Mais nous avons vu avec les Houthis que ce n'était pas le cas. Nous avons vu avec les talibans que ce n'était pas le cas. Nous avons vu en Irak que ce n'était pas le cas. Ainsi, les États-Unis continuent de se bercer d'illusions sur leur puissance militaire. Et oui, nous avons l'armée la plus coûteuse. Nous possédons beaucoup d'équipements très onéreux qui ne fonctionnent pas toujours de manière fiable. Et si les États-Unis tentent de frapper l'Iran et que l'Iran inflige de lourds dégâts aux forces américaines, en particulier les forces aériennes et peut-être aussi les forces navales, d'autres pays de la région vont prendre du recul et se dire « Attendez une seconde, peut-être que nous ne voulons plus être alignés avec les États-Unis. » Et franchement, si une telle attaque a lieu, les Saoudiens, les Qataris et les Émiratis seraient en réelle difficulté, car l'Iran fermera le golfe Persique. Il en a certainement la capacité militaire. Pensez-vous que les Saoudiens, les Émiratis et les Qataris pourraient exercer une influence et persuader le président Trump de s'opposer à cette campagne, compte tenu de tous les accords conclus? Je veux dire, il est évident que l'accord à 1,2 billion de dollars avec les Qataris et celui à 1 billion avec les Saoudiens relèvent davantage de l'effet d'annonce que de la réalité. Ce ne sont que des chiffres lancés à la volée. Mais il me semble que le président Trump ou l'administration américaine actuelle doit désormais équilibrer deux éléments en Asie de l'Ouest. D'un côté, il y a le traditionnel lobby sioniste en Israël, mais de l'autre,
Il y a une dépendance croissante pour en partie subventionner et maintenir à flot son complexe militaro-industriel, car ce sont eux qui achètent tous vos avions de chasse, vos Boeing, et ainsi de suite. Mais en partie, il faut aussi que les fonds souverains soient réinjectés dans le marché des bons du Trésor, qui se porte extrêmement mal depuis la récente dégradation par Moody's. Il est donc nécessaire que les réserves de pétrodollars soient réinvesties dans le Trésor et que votre marché boursier soit alimenté. Il est extrêmement évident que les nations du Golfe Persique disposent désormais d'un énorme levier sur les États-Unis, ce qui est encore accentué par les tentatives des États-Unis de s'éloigner de la Chine autant que possible. Pourrait-il faire une différence à ce niveau-là? Oh oui, absolument. Oh yeah, absolutely. I think that if Vous savez, je pense que si les Saoudiens, les Qataris et les Émiratis avaient ensemble une réunion privée avec Donald Trump, cela se passerait à peu près comme suite. Écoutez, Président Trump, si vous lancez une attaque contre l'Iran, il nous sera impossible d'entretenir des relations normales et tous les engagements économiques que nous avons pris envers vous seront annulés. Mais si vous poursuivez cet accord de paix avec l'Iran et que vous acceptez qu'il n'ait pas d'armes nucléaires, alors nous continuerons avec cet accord économique et nous serons prêts à signer les accords d'Abraham. Nous serons disposés à envisager une possible reconnaissance d'Israël, mais cette reconnaissance doit s'accompagner de l'arrêt du génocide et des meurtres des Palestiniens. Et vous êtes le seul à pouvoir rendre cela possible. Cela va mettre Trump dans une position très difficile, car il est redevable à ce groupe de voyous sionistes. Il pourrait décider que le prix à payer est trop élevé. Et si c'est la voie qu'il choisit, il aura effectivement détruit sa présidence. En revanche, s'il finit par s'aliéner le lobby sioniste et forcer Israël à capituler, il pourrait alors se retrouver dans une position où il pourrait très bien recevoir le prix Nobel de la paix pour ses efforts en faveur de la paix au Moyen-Orient. C'est actuellement la région la plus dangereuse et volatile du monde. Et tout se résume vraiment à ceci. Comment vont se passer ces discussions demain à Rome? Si nous abordons le plus grand chaos, à savoir Israël lui-même, il est difficile de savoir par où commencer, tant la situation est complexe. Mais si vous pouviez nous parler de cette nouvelle offensive, le chariot de Gideon, qui est une offensive terrestre bien plus intense, lancée alors que des pourparlers de cessez-le-feu avec le Hamas sont en cours à Doha entre Israël et le Hamas. L'idée est de faire pression sur le Hamas pour qu'il fasse de plus en plus de concessions. Mais même l'Occident a réagi très vivement, en particulier en Europe et au Canada, face à ce désastre. Même des personnalités comme Scholz, Macron, qui n'ont pas été dans le camp des pays relativement plus décents comme l'Espagne, la Suède, la Norvège, l'Islande, etc., qui condamnent ces catastrophes humanitaires depuis un certain temps. Même eux sont sortis du silence et ont publié une déclaration commune affirmant qu'ils prendraient des mesures concrètes si l'offensive n'était pas arrêtée. Quel est votre sentiment sur la façon dont l'Occident réagit à ce qui se passe en Palestine? Ils réagissent beaucoup trop lentement. Ils sont en position d'isoler réellement Israël. Et je pense qu'une chose qui pourrait être crédible, c'est que l'Angleterre et la France prennent l'initiative et disent « Écoutez, Israël doit être exclu des Nations Unies, à moins qu'ils ne mettent fin à ce génocide. Nous ne pouvons pas permettre à une nation meurtrière comme celle-ci de continuer à côtoyer les autres nations sous un masque de civilité, alors qu'elle se livre à une telle cruauté et barbarie. Les États-Unis opposeraient-ils leur veto? Eh bien, si cela se fait à l'Assemblée générale, les États-Unis n'auront pas de contrôle là-dessus. Si cela se fait au Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis seraient susceptibles d'y opposer leur veto, mais ils se retrouveraient alors assez isolés.
Mais le problème en Israël, c'est qu'il y a d'énormes divisions. Mais il semble que les sionistes les plus extrêmes, des gens comme Ben Gvir et Bezalel Smotrich, insistent pour exterminer les Palestiniens. Une vidéo circule cette semaine, je sais que le juge Napolitano l'a diffusée plusieurs fois, montrant un ancien, je crois que c'était le président de la Knesset en Israël, appelant ouvertement à la mort, à l'extermination d'enfants et de bébés. Il a dit « Oh, ils grandiront, ils violeront nos filles. » Franchement. C'est l'argument que les nazis utilisaient à propos des Juifs, lorsqu'ils disaient qu'il fallait tuer les enfants juifs parce qu'ils contamineraient la race. J'ai vécu assez longtemps pour voir que les Juifs sont devenus des nazis, du moins dans leur comportement et leur langage. Et c'est malheureux, car il y a encore beaucoup de gens, même s'ils sont minoritaires en Israël, qui rejettent cela et reconnaissent que l'espoir et la promesse qu'ils pensaient qu'Israël représentait sont détruits par ces extrémistes. En fait, une semaine avant le début de l'opération Chariot de Gideon, Netanyahou, dans l'un de ses rapports divulgués issus de témoignages à huis clos devant la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, a déclaré « Nous détruisons de plus en plus de maisons. Ils n'ont nulle part où retourner. » Netanyahou a affirmé que la seule issue inévitable serait le désir des Gazaouis d'émigrer hors de la bande de Gaza. Toutes sortes de pays sont évoqués, de la Libye à d'autres, voire jusqu'à l'Indonésie. C'est révoltant. Eh bien, aucun de ces pays n'acceptera cela. Vous savez, je pense que c'est une chimère. C'est une idée que les États-Unis considèrent comme pratique, parce qu'encore une fois, ils ne voient pas les Palestiniens comme des êtres humains. Ils ne les considèrent pas comme ayant des droits légitimes, quels qu'ils soient. Et malheureusement, beaucoup de gens dans mon pays sont prisonniers de ce non-sens biblique démoniaque, selon lequel cette terre appartient aux Juifs et que personne d'autre ne peut y vivre, et que Dieu aurait dit que tous les autres doivent être exterminés. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus prêchait l'amour. Il enseignait que tous les êtres humains, pas seulement certains, pas seulement une poignée de privilégiés que j'appelle les membres du club du sperme chanceux, ceux qui ont eu la chance de naître dans un groupe ethnique particulier, sont ceux qui sont favorisés par rapport aux autres. Le message de Jésus est simple. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants sont fils et filles de Dieu. Tous, pas seulement quelques-uns. Et donc ce à quoi Israël se livre, c'est à la destruction de la création de Dieu. Et cela, vous savez, dans leur théologie, cela peut être acceptable, mais quelle que soit la divinité démoniaque qu'ils adorent, ce n'est pas une divinité digne d'être adorée, car cette divinité impose la douleur, la souffrance et la mort partout où elle va. À votre avis, quelles sont les chances que Netanyahou survive à sa carrière politique en Israël, étant donné que les divisions dont vous avez parlé semblent s'accentuer? Beaucoup de gens manifestent aujourd'hui dans les rues contre sa nouvelle offensive, pensant, dans leur propre intérêt, que cela compromettrait la possibilité de ramener les otages. Mais son bras de fer avec le pouvoir judiciaire s'est également étendu à de nouvelles institutions. Il a nommé le nouveau chef du Shin Bet, David Zinn, qui vient de l'extérieur, et il s'est aussi opposé à sa procureure générale. Il existe de multiples divisions au sein de la société israélienne. Quelles sont, selon vous, ses chances de survie politique? Et utilise-t-il ces guerres pour maintenir sa carrière politique en vie? Oui, la guerre est sa bouée de sauvetage pour sa survie politique. Si la guerre disparaît, Netanyahou disparaît aussi. Et il disparaît littéralement, peut-être en prison. Il utilise donc la guerre et la mort d'Israéliens aussi bien que de Palestiniens comme son billet pour la liberté,
Et les divisions en Israël s'accentuent et deviennent plus profondes. Elles ne diminuent pas. Et cela représente vraiment un danger réel pour Israël. Quel est le sentiment aux États-Unis concernant Israël, étant donné que l'on voit de plus en plus de conservateurs et de figures de la droite s'exprimer ouvertement contre Israël? Mais on voit aussi l'administration Trump redoubler d'efforts. Par exemple, on entend maintenant des histoires folles à propos de Harvard. Non seulement le gel de ses fonds, mais aussi l'annulation de leurs visas, ce qui revient à dire qu'ils ne pourront plus accueillir d'étudiants internationaux, ce qui est inimaginable pour une institution comme Harvard. Je crois que 27% de leurs étudiants sont internationaux. Et bien sûr, Harvard est dans une catégorie à part, se distinguant de toutes les autres universités. Cela montre que le lobby sioniste est encore incroyablement puissant, car tout le conflit avec Harvard ne porte pas tant sur la DEI, mais plutôt sur l'antisémitisme. Quel est votre ressenti sur la situation? Eh bien, ils assimilent toute opposition au génocide israélien à de l'antisémitisme. Et en réalité, cela n'a rien à voir avec le judaïsme. Tout cela concerne le sionisme. Et le sionisme est une corruption, je dirais même une hérésie, du judaïsme. Mais, vous savez, nous vivons aux États-Unis une période aussi sombre que celle du macarthisme. À l'époque, il s'agissait de traquer tous les communistes. Maintenant, ils essayent d'éliminer tous les antisionistes. Le problème, c'est les médias que très peu de gens regardent, qui insistent lourdement sur cette soi-disant montée de l'antisémitisme et sur le fait qu'il faut absolument l'arrêter. Mais les gens ordinaires, qui ne regardent pas ces informations, qui sont sur TikTok, sur X et d'autres réseaux sociaux, eux voient la réalité de ce qui se passe, ce que les sionistes font aux Palestiniens. Et l'opposition à cela ne cesse de croître. Hier soir, il y a eu un événement malheureux et tragique à Washington, où un prétendu partisan des Palestiniens, et je m'interroge là-dessus, j'ai toujours ce doute en tête, me demandant s'il n'a pas été manipulé. On est amené à Chicago. Oui, et il s'agissait de quelqu'un qui a fait cela dans le but d'envenimer encore plus la situation et de susciter davantage de sympathie pour Israël. Il n'y a aucune justification à son acte. Ce jeune couple n'était pas armé. Il ne commettait aucune atrocité, quelle qu'elle soit. Et encore une fois, je suis ferme sur ce principe. Quelle que soit l'ethnie, l'appartenance religieuse ou l'identité culturelle, il n'y a aucune justification pour tuer des civils. La seule fois où l'on peut ou doit recourir à la force létale, c'est lorsque sa propre vie est en danger imminent et qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'essayer de se protéger. Eh bien, ce n'est pas ce qui se passe ici. Et malheureusement, cela a créé une vague de sympathie envers Israël pour justifier la poursuite du génocide. Cela dit, il y a encore beaucoup de personnes, et leur nombre ne cesse de croître, en particulier chez les moins de 30 ans, qui s'opposent aux sionistes, ces monstres qu'ils sont. Et certaines des plus grandes associations de musulmans américains qui ont été à l'avant-garde du mouvement de solidarité avec la Palestine aux États-Unis ont immédiatement pris position et condamné l'acte sans équivoque. Oui, comme il se doit. Et vous savez, franchement, j'espère que la direction du Hamas va sortir et condamner cela. Parce que on ne bat pas les Israéliens en devenant les Israéliens, n'est-ce pas? Vous savez, si vous commencez à tuer des femmes et des enfants, je veux dire, c'était le grand mensonge qu'Israël a créé après le 7 octobre, que c'était le Hamas. En réalité, nous n'avons tué aucun bébé, malgré les mensonges pernicieux qui ont été répandus. Et c'était Israël. En fait, des soldats israéliens ont tué certains de leurs propres enfants par des tirs imprudents et en visant des voitures sans se soucier de savoir qui se trouvait dans ces véhicules.
any regard for identifying who was in those cars. Let's end with a Terminons par une discussion sur ce qui s'est passé avec le président sud-africain Ramaphosa à la Maison-Blanche, étant donné que vous avez écrit quelque chose à ce sujet. Et c'est très offensant, honnêtement, pour ceux d'entre nous qui viennent du Sud global, de voir comment les dirigeants du Sud global sont traités à la Maison-Blanche. Pour donner un peu de contexte à nos téléspectateurs, ce projet de loi sur l'expropriation des terres a été promulgué en janvier, remplaçant une loi de 1975 qui n'était pas très claire sur les modalités et conditions de l'expropriation des terres par le gouvernement. Mais cette loi permet essentiellement au gouvernement de saisir des terres appartenant à n'importe quel propriétaire privé, qu'il soit blanc ou non. Il ne s'agit pas seulement de terres appartenant à des blancs, c'est blanc ou autre. Pour des raisons d'intérêt public, notamment des projets d'infrastructure, l'expansion des services publics, la conservation de l'environnement, la réforme agraire ou des processus de répartition équitable des ressources. Eh bien, devinez quoi? Pour ceux d'entre nous qui vivent en Inde ou en Chine, cela semble tout à fait normal. Et le fait amusant, c'est que ces lois d'expropriation existent aussi aux États-Unis. Le gouvernement peut essentiellement saisir des terres à n'importe qui dans l'intérêt public. Et des clauses de compensation équitables sont prévues. Bien sûr, dans certains cas, ils disent qu'ils peuvent ne pas permettre une compensation équitable, ce qui est le cas dans la plupart des pays. Et cela a été transformé en un récit de génocide blanc, alors que le président Ramaphosa a lui-même reconnu qu'il existe un problème de violence contre les agriculteurs, des cas de vol, d'extorsion, etc., qui touchent à la fois les agriculteurs noirs et blancs en raison de l'isolement de ces régions. Et enfin, je voudrais également replacer cela dans le contexte de l'Afrique du Sud, car beaucoup de gens n'ont aucune idée de l'histoire de ce pays, comment les colonisateurs néerlandais s'y sont installés et ont tout accaparé. Même aujourd'hui, après tous ces mouvements pour les droits civiques, 7,3% de la population sont des Afrikaners blancs qui possèdent 70% des terres. Donc, il est tout à fait naturel que si vous proposez une loi d'expropriation des terres, les Blancs se retrouveraient de manière significative et disproportionnée du côté négatif. Une immense majorité de Sud-Africains noirs ne possèdent aucune terre. C'était donc mon observation. Je voulais replacer cela dans son contexte, étant donné que nous sommes une chaîne du Sud global et en solidarité avec eux. Mais s'il vous plaît, dites-nous ce que vous en pensez. Please tell us what your reflection on this was. Well, it was a political hit job by Donald Trump. Eh bien, c'était un coup politique de la part de Donald Trump. Et ce qui était si offensant, c'est qu'il a accusé le président Ramaphosa et l'Afrique du Sud de se livrer à un génocide. Je veux dire, faire une telle accusation montre qu'il ne comprend même pas ce qu'est un génocide. Il a montré un extrait vidéo de Julius Malema, qui est le leader du parti Economic Freedom Fighters. Et encore une fois, il tenait des propos très scandaleux et troublants sur la reprise des terres appartenant aux Blancs pour les donner aux Noirs, ce qui alimente directement ce discours raciste. Je pense que le président Ramaphosa a manqué une belle occasion, car j'ai écrit hier soir sur mon blog, sonar21.com, ce que j'estimais que le président Ramaphosa aurait dû dire et faire en réponse aux propos de Trump. And done in response to what Trump said. And let me read it. You know, Mr. President, Laissez-moi le lire. Vous savez, Monsieur le Président, en m'adressant à Trump, votre accusation selon laquelle mon gouvernement serait impliqué dans un génocide est fausse et diffamatoire. Contrairement à vous, nous permettons la liberté d'expression en Afrique du Sud, même pour des propos aussi répréhensibles que ceux tenus par Monsieur Malema. Je vous rappellerai qu'il fut un temps aux États-Unis où la Cour suprême a statué en 1967 que les néo-nazis avaient un droit constitutionnel de défiler, invoquant la liberté d'expression et de réunion garantie par le premier amendement, même si ces propos étaient haineux et profondément offensants. Comme vous vous en souvenez peut-être, cette décision concernait une marche à Skokie,
dans l'Illinois, menée par Frank Colin, le chef du National Socialist Party of America, un groupe néo-nazi à la fin des années 70. A neo-Nazi group in the late 1970s. I'm sad to see that you no longer are a defender of the Je suis triste de constater que vous n'êtes plus un défenseur du premier amendement de votre Constitution. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est que vous semblez accorder plus de valeur à la vie des Sud-Africains blancs qu'à celle du peuple palestinien. Vous avez accueilli et embrassé Bibi Netanyahou dans ce même bureau, un homme qui, selon ses propres propos, prône le massacre des Amalécites, un terme biblique qu'il associe désormais au peuple palestinien. Plus de 60 000 enfants, femmes, hommes et personnes âgées ont été assassinés par les forces israéliennes sur ordre de leur gouvernement depuis le 7 octobre 2023. C'est la politique du gouvernement sioniste. Pourtant, lorsque vous avez accueilli Bibi Netanyahou dans votre bureau, vous n'avez rien dit. Par votre silence, vous avez cautionné un véritable génocide qui se déroule actuellement. Honte à vous. La politique de mon gouvernement est qu'aucune violence contre les civils, quelle que soit la couleur de leur peau, n'est acceptable. Cependant, je ne resterai pas silencieux face à vos accusations infondées, selon lesquelles je tolérerai ou cautionnerai un génocide en Afrique du Sud. Vous, en tant que chef des États-Unis, n'avez aucune autorité morale pour nous faire la leçon. Votre gouvernement a tué des millions de civils au Yémen, en Libye, en Irak, en Afghanistan et au Vietnam. Votre propre gouvernement continue de fournir des armes à l'Ukraine qui sont utilisées pour tuer des civils en Russie. Je vous rappellerai les paroles prononcées par Jésus, que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et sur ce, si j'étais le président Ramaphosa, je dirais, cette réunion est terminée, nous partons, merci pour votre temps. Et ils auraient dû quitter la salle. Thank you for your time. And they should have walked out. That would have gone viral all Cela serait devenu viral dans le monde entier, mais surtout dans le Sud global, qui est tout simplement frustré par la manière dont les dirigeants du Sud global sont traités ou ont été traités historiquement en Occident. Pour conclure avec une dernière question, dans quelle mesure pensez-vous que cela est dû au lobby sioniste, l'Afrique du Sud étant punie pour avoir porté l'affaire de génocide devant la Cour internationale? Totalement. Totalement. Totally. Okay, because the other thing is also Elon Musk. D'accord. Parce qu'il y a aussi l'intérêt personnel d'Elon Musk, compte tenu de son héritage en Afrique du Sud avec l'apartheid et de sa volonté agressive de promouvoir le projet Starlink. Il le propose comme un partenariat public-privé, PPP. Et la loi sud-africaine stipule que si le gouvernement est impliqué, il y a des clauses pour inclure la majorité noire, qui représente l'écrasante majorité de la population. C'est quelque chose que les Américains devraient comprendre. Ce n'est pas la DEI comme dans les grandes entreprises de Wall Street ou les grandes universités. C'est 92% de leur population qui ne possède presque rien. Donc ce n'est pas ce type de DEI, ce qui est très important à comprendre. Penses-tu que cela faisait aussi partie du contexte, ou s'agissait-il surtout de la question du génocide? Non, je pense que, le génocide n'était qu'un motif parmi d'autres. Tu sais, je pense que c'était probablement le principal. Mais cela s'inscrit aussi dans... Tu sais, c'est vraiment un mème raciste pour mettre en avant certains abus subis par les Blancs en Afrique du Sud. Tu sais, écoute, ça ne m'aurait pas vraiment dérangé que Trump fasse ça. Si quand Bibi était là-bas, il avait fait la même chose avec Bibi, tu vois? S'il avait montré, « Hey, on va dénoncer tous ceux qui font preuve de discrimination, peu importe qui ils sont. » Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. C'était, « On va vous montrer, à vous, les Sud-Africains noirs, qui est le patron. » Et ça, en soi, c'est juste, c'est un mème raciste. Tu sais, c'est les États-Unis. Ce serait comme si, tu sais, tu voulais m'interviewer et que je disais, « OK, tu veux m'interviewer? Très bien, tu dois enlever tous tes vêtements et rester assis nu pendant qu'on parle. » You need to take off all your clothes and sit there naked while you talk to me. And you'd go,
You're out of your mind. I'm not doing Et vous that. répondriez, tu es fou, je ne ferai jamais ça. Et vous savez, vous auriez raison. Mais très souvent, les États-Unis essayent d'imposer aux autres la façon dont ils devraient vivre, parler, agir, sans jamais tenir compte de leurs propres paroles ou de leurs propres actions. Et c'est à ce niveau-là, vous savez, je pense que vous avez mis le doigt dessus, cette hypocrisie est très évidente pour la majorité du monde, en particulier dans le Sud global. Et je pense qu'ils commencent à en avoir assez. Ils en ont marre. Même s'ils ont tendance à apprécier les Américains et à essayer de voir l'Amérique sous un jour positif, je pense que le discours constant de l'Amérique, qui cherche à contrôler et à dicter aux autres ce qu'ils doivent faire, alors qu'en même temps, nous-mêmes commettons des actes horribles de mort et de destruction infligés à des populations, principalement dans le Sud global. C'était une émotion très mitigée pour moi de voir tout ce drame. Car d'une part, j'ai ressenti que le président Ramaphosa incarnait vraiment ce que beaucoup de personnes de couleur et d'activistes antiracistes radicaux affirment, que nous devons préserver notre humanité. Ce qui signifie que même si la personne en face de nous se comporte comme un fou, nous devons toujours rester décents, parce que nous adhérons à une morale universelle qui inclut tout le monde. Mais d'autre part, il y a aussi ce sentiment sadique, peut-être frustré, concernant la façon dont les personnes de couleur ont été traitées pendant très longtemps. Mais Larry, c'était une conversation formidable. Merci beaucoup, nous allons nous arrêter là et espérons vous revoir bientôt. Eh bien, je vous remercie pour l'invitation. Merci d'écouter les divagations d'un vieil homme. C'était merveilleux. Avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants jusqu'à présent. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.